Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Vivre ensemble différents, un podcast autour de l'inclusion, de la mixité, de l'équivalence et des parcours de vie. Soutenu par l'association Ensemble et Différents qui œuvre au changement de regard sur le handicap et contribue par ses actions à la déconstruction du validisme. Je m'appelle Emma, je suis doula et je vais vous accompagner cette année dans cette première saison Naissance singulière. J'ai eu envie d'explorer le sujet du handicap dans le cadre de la périnatalité, c'est-à-dire le handicap à toutes les étapes autour de la naissance, du désir d'enfant au postpartum. Pour faire entendre et porter les voix de ces mères, pères, frères et sœurs et personnes avec handicap dans le parcours de la périnatalité. Faire entendre au monde ces sujets tabous dans notre société. Aujourd'hui, 15% de la population mondiale est porteur de handicap. 60% des interruptions médicales de grossesse font suite à un diagnostic de malformation ou un handicap. 12% des adoptions sont des adoptions d'enfants à besoins spécifiques et 2% des femmes avec handicap sont devenues mères. Il est temps d'entendre leur voix, d'écouter leurs histoires, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui le traversent aussi. Dans notre société validiste, le handicap est comme insurmontable, empli de difficultés ou à l'inverse héroïsé. Il y a beaucoup de chemin à faire pour que la société le considère comme une autre manière d'être au monde et pour que ces personnes et leur entourage aient le même droit que celles privées de handicap. J'ai eu envie de parler de ces sujets dans le cadre de la périnatalité. Y a-t-il des récits de vie sur ce sujet ? Est-ce que la société a influencé les décisions des parents ? Comment laissons-nous les personnes faire leurs propres choix de manière éclairée et dans la douceur ? Comment se passe le retour à la maison ? Avons-nous des professionnels formés à accompagner ces parcours ? La parentalité est un vrai chamboulement. Qu'en est-il lorsque le handicap rencontre ce grand changement de vie ? Écoutons ces histoires singulières et prenons le temps de donner la parole à ces personnes pour comprendre et entendre ce qui se passe pour elles. Je tiens à vous avertir, nos invités vous partagent des moments de leur vie qui sont emplis d'émotions fortes. Certains mots utilisés peuvent être perçus comme violents pour certaines personnes et les sujets abordés peuvent être spécialement remuants en fonction de votre histoire personnelle ou votre sensibilité. Je vous invite à prendre soin de vous, à écouter cet épisode dans un espace et un moment où vous vous sentez en sécurité. N'hésitez pas à faire une pause ou même de stopper votre écoute si nécessaire. Merci de votre bienveillance et de votre respect pour ces invités et leurs témoignages personnels, précieux et intimes. Pour le 3e épisode de cette saison Naissance singulière, nous accueillons Christina. Mère de 3 enfants, elle va nous partager le récit de sa 2e grossesse après la naissance d'Elisa, venue au monde avec un handicap. Coucou Christina. Coucou Emma. Ça va ? Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Christina, je suis maman de 3 enfants, d'Elisa, Victoria et Mathias. J'ai 49 ans, passé, et je suis auxiliaire de vie. Voilà. Si. Est-ce que tu pourrais nous raconter le contexte de l'arrivée d'Elisa et comment ça s'est passé pour toi ? Le contexte, mariée depuis 2 ans, j'avais 21 ans, donc désir du premier enfant avec mon mari. La grossesse s'est très bien déroulée, enfin pour moi, j'ai pas eu vraiment de soucis de santé. J'ai travaillé jusqu'au bout, mais j'ai fait de l'hypertension et ce qui a déclenché par la suite donc une souffrance fœtale. Mais à l'arrivée d'Elisa, je ne savais pas qu'elle allait être handicapée. Je l'ai su que vraiment 4 mois après sa naissance en fait. Donc le contexte, on va dire avant l'accouchement, je dirais une grossesse heureuse, voilà, paisible et rien de particulier. Ok. Du coup, c'est au bout de 4 mois. En fait, donc
J'ai eu de l'hypertension, ce qui a provoqué, enfin, j'ai accouché 15 jours avant le terme, donc tout à fait un terme correct, quoi. C'est pas, mais avec Elisa, petit poids, vraiment Ok. 1,760 kg, Ah oui, donc c'est pas beaucoup pour... à la naissance, ouais. donc prématuré par rapport à son poids et non pas par rapport à la date au mois de grossesse. Et quand elle est née, donc il y a eu souffrance fœtale. Euh, Elle a été à l'hôpital à Timone. Et moi, j'étais à la conception, parce qu'on m'a transférée d'urgence à la conception pour me faire la césarienne d'urgence. À Manosque, ils n'avaient pas de service néo- néonatal. Et elle est revenue auprès de moi euh, dès le lendemain. Et c'est que après, en fait, qu'elle a fait une fausse route, donc insuffisance respiratoire. Et là, elle a été à nouveau hospitalisée à la Timone. Et du coup, ben, moi, j'allais la voir de la conception. J'allais en taxi la voir à la Timone. Vous avez été séparés, donc, On a 2 été, fois. on a été séparés 2 fois. La première à la naissance, donc ça a été césarienne d'urgence. Il y avait risque pour moi et pour elle. Et donc j'ai pas pu la voir à l'accouchement. On me l'a montré en photo. Oh là là. Elle a été donc à la Timone pour faire tous les examens. Le lendemain, elle est revenue en me disant que tout allait bien. Donc moi c'était césarienne, donc j'ai pas pu me lever de suite. Et je me suis levée 2 jours après. Et quand je suis allée, en fait, la voir dans la couveuse, euh, j'ai eu le médecin qui arrive derrière moi et qui me dit mais elle est bleue, cet enfant est bleu, vous voyez pas qu'elle est bleue. En fait, ça s'est passé tellement vite, j'ai pas pu faire le premier contact avec ma fille. La première fois que je l'ai vue, ça a été d'une violence totale parce que je comprenais même pas ce qui arrivait. Hein. J'étais encore dans les vapes en fait, donc j'ai pas compris ce qui est arrivé. Donc elle a été transférée d'urgence à la Timone en insuffisance respiratoire et de là elle y est restée sous cloche avec l'oxygène et je prenais le taxi pour aller la voir et ça pendant 15 jours en fait. Donc toi, le premier contact que tu as eu avec elle, c'est quand elle a fait cette fausse route et qu'elle est devenue bleue, en fait. Voilà, Ah ouais. mais visuel. Oui, oui, J'ai même pas eu le temps de la toucher. de la toucher. Mm. Il y a c'est violent parce que déjà on n'est pas bien à la césarienne, à l'anesthésie, le cerveau il est embrouillé, hein, voilà, et, et, et du coup on me dit tout va bien, et puis d'un coup on me dit que tout va mal, et en fait toi tu es là et tu comprends pas ce qui Ouais, se passe, complètement quoi. perdu, quoi. Ça a été, mais vraiment violent, ça a été d'une violence. Mais oui, j'imagine. J'ai fait un arrêt cardiaque, Toi, ouais, j'ai été suite à ça, réanimée. direct après... Euh, quand... dans la semaine, en fait. Ah ouais. Dans la semaine, C'était trop violent, quoi, pour toi. Ouais. je... Ils ont pas expliqué, ils ont pas trouvé Non. de... Ah ouais. Et après, je me levais, j'allais voir ma fille, que je pouvais pas toucher. Et ça pendant 15 jours. En fait, 15 jours, j'étais entre... et après, quand le médecin venait dans la chambre me donner des nouvelles, c'était un coup, c'était que elle avait fait une fausse route, qu'il y avait qu'elle était obligée d'être sous oxygène. Après, il y avait une paralysie des cordes vocales.
Après, et en fait, à chaque fois, Rajouter un truc. à chaque fois, c'était Une nouvelle de plus à... voilà, une mauvaise nouvelle de plus. Et en fait, je crois que je suis restée anesthésiée. Ah ben, je comprends. Tu t'es défendue de ta manière, quoi. Mon cerveau, Ouais. après, il n'enregistrait plus rien. Mais même on aurait dit que que j'avais perdu mes facultés, vraiment intellectuelles. Parce qu'il y avait des moments, même ma mère qui était restée auprès de moi, elle disait mais tu comprends plus rien. Voilà, mon cerveau il a fait, C'est protégé. il s'est protégé. Et vraiment, hein. Et après avec le recul, je me rends compte que je suis restée des années anesthésiée. C'est Ouais. parce C'était que tellement violent. ça a été violent. Ouais. Ça a été tellement violent. C'est pas du tout en fait quand justement on a le désir du premier enfant et que tout se passe bien et qu'il y a aucune alarme avant. On peut pas s'imaginer. Ah oui, on bascule dans un monde que moi en plus des personnes en situation de handicap, j'en avais pas autour de moi. Donc j'avais pas l'approche de l'handicap, ça a été d'une violence. Puis la façon dont ça a été amené aussi. Oh ben, elle a 26 ans, Elisa. Je dirais qu'il y a 26 ans en arrière, il y avait aucune approche. C'est-à-dire qu'on te préparait à rien. Chacun, même entre médecins, il y en a pas un qui te prenait entre deux yeux pour te dire vraiment ce qu'il y avait. Ce qui se passait, ils attendaient que ça soit l'autre qui prenne la responsabilité et ainsi de suite. Ça s'avère que Elisa elle est sortie quand même de la Timone le 24 décembre. Ça a été notre Beau petit Jésus. Beau cadeau de Noël. Voilà. Et toi, tu t'avais toujours pas pu la prendre contre toi tout ce temps? J'ai pu la prendre, faire du corps à corps la veille ou l'avant-veille De sa sortie. de la sortie. Donc combien de mois après sa naissance? Enfin, combien de temps? Elle est restée non, ça a 15 jours? été 15 jours. Ouais, Elle est née le 6 décembre, okay. elle est sortie le 24. Ouais. Donc pendant mais ça jours, doit paraître une éternité. Ah ben ça c'est très long. Et ça, le fait de pas avoir le contact corps à corps avec son enfant, le visuel, c'est comme s'il n'existait pas. Ouais. Moi, j'avais l'impression que j'étais encore enceinte. Ouais. Je ressentais encore bouger alors qu'elle était née. C'est le cerveau, il a du mal à enregistrer. On lui donne pas les informations qu'elle est là en fait. Voilà. Et Elisa, elle est née. Donc, il s'est passé... Mais à la sortie, je suis simplement sortie avec une ordonnance et des examens, un IRM à faire à l'hôpital Nord. Pour toi? Non, pour Elisa. Elle. À ces 4 mois, il fallait que j'aille à l'hôpital Nord faire un IRM. Et entre tout ce temps-là, on m'a rien dit. Okay. Je ne savais pas qu'il y avait des lésions. Je ne savais pas... voilà. Moi, c'était mon premier enfant, donc le fait qu'elle soit complètement hypotonique, ça me disait rien. Tu découvrais tout, toi, de toute façon. Voilà. Après, avec le recul, voilà, ma mère elle me disait, mais moi, je m'en suis doutée. Elle tenait pas sa tête. C'était comme voilà. Mais rien n'était dit. Oui, voilà. Puis toi, tu savais pas. Tu découvrais tout, donc forcément, en fait, pour toi, c'est un peu la normalité, du coup. Ben oui. Quand on n'a pas de comparaison, c'est la normalité, oui. Ouais. Et du coup, à 4 mois, à l'IRM, c'est là que on m'annonce qu'elle est handicapée. Elle a des lésions cérébrales irréversibles. Donc, côté moteur, côté gauche du cerveau, moteur. Donc, à ça, toutes les questions, c'est est-ce qu'elle va marcher? On sait pas. Est-ce qu'elle va faire ça? On sait pas. Voilà. En fait, ça rajoute encore des questions parce qu'au final, personne ne peut te répondre. On te dit, on sait pas. On sait pas et on sait pas. Et là, tu pars, à 4 mois, donc, tu te dis, on va tout mettre en place, on va tout faire, puisqu'on
on te dit bien que c'est les 2 premières années, que les acquisitions, une fois si ça arrive pas, ça arrivera plus. Donc, Oh, c'est dur un peu, du coup. en fait, quand je dis que pendant des années, j'ai été anesthésiée, c'est ça. Parce que c'est tellement dur. La réalité, elle est tellement, et puis elle est incertaine, et puis, Oui, puis il y a de la pression un peu, du coup, sur Elisa de réussir ah oui, avant 2 ans, à toi de mettre tout en tout place en pour place. pour que ça réussisse avant Mmh. 2 ans. Du coup, j'imagine que... Donc à 4 mois, donc on m'annonce ça. Donc tu te dis bon, tu vas prendre le kiné, tu vas faire l'orthophoniste, voilà, tu mets tout en place. Tu essaies de trouver des médecins parce que on te donne pas la liste des médecins. Au final, c'est à toi d'aller les solliciter. Et t'as aucun accompagnement? Non, aucun, zéro, Même ni pas psychologique. Ok. On te propose rien. T'es toute seule, quoi. Moi, on m'a rien proposé, Mm. en tout cas. Je parle pour mon expérience. J'ai pas eu de proposition d'un accompagnement psychologique. J'ai pas eu d'accompagnement Pratique sur pratique l'administratif, sur rien. C'est-à-dire que Elisa, tous ses frais, ne serait-ce que ça, tous ses frais, je les ai payés, puisqu'on m'a même pas, on m'a même pas fait le dossier du 100%, la LD. Ah, ok. C'est, Ça c'est, paraît dingue un peu. ah oui, donc à 8 mois. En fait, c'est un peu comme si tu devais savoir. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que l'un compte sur l'autre pour t'informer, et l'autre, il pense que l'autre l'a fait, et en fait, personne ne le fait. Voilà. Comme là, pour les lésions cérébrales, ils le savaient avant. À la sortie de la Timone, ils le savaient. Sauf que ils ont laissé, voilà, le pédiatre annoncer pour l'handicap. À 8 mois, je fais puisque le pédiatre avait un doute sur la cécité d'Elisa. Donc, je vais à la Timone faire un examen, et là, on m'annonce de but en blanc qu'elle est aveugle, qu'elle y voit pas. Et tu penses qu'il le savait avant? Alors, en tout cas, il y avait des doutes. Mais Oui. en fait, on te dit, c'est au lieu de concentrer, mais non, on te dit, c'est coup par coup. Et du Ouais. coup, t'es assommé une fois, t'es assommé 2 fois, t'es assommé, tu passes ton temps. Et puis même physiquement, du coup, ça veut dire niveau pratique, c'est aussi des allers-retours à l'hôpital, que ce soit pour toi, pour elle. Ah c'était plus que ça notre vie, Ouais. c'était plus que des rendez-vous médicaux tous les jours et Et tous t'as les quand jours de même la réussi semaine. à créer un lien avec elle quand vous êtes rentrés, malgré tous ces... Je dirais que vraiment le lien, il s'est créé avec Elisa. Elle avait plus de 2 ans. Ok. Un peu comme si ce passage des Je 2 ans là... je m'en occupais, hein, comme voilà la chose la plus précieuse au monde que j'ai. Mais je pense que il y a eu un détachement quand même. Bah, comme tu disais, t'étais un peu anesthésiée de Ouais, toute façon, donc il y ouais, avait un truc où les liens ils devaient plus se faire ouais. de manière... Et à 2 ans, Elisa, elle a fait une dépression. C'est-à-dire qu'elle a pris conscience de son handicap. On était accompagnés par la kiné. Qu'elle, par contre, heureusement que dans notre parcours, on rencontre des gens qui sont humains. Elle m'a énormément soutenue, la kiné. Et elle a fait la dépression. Elle a pris conscience, en fait, de son handicap. Et c'est là où Anne-Marie, elle me disait, non, mais il faut continuer à venir. Il faut que son rythme ne change pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment fait la connexion avec Elisa, je dirais. C'est quand elle a fait, elle, sa dépression, qu'elle a pris conscience de son handicap. Comme si vous vous rejoigniez sur un truc, quoi. Enfin, il y a un truc où du coup... Ouais. Ouais. Et donc, sacré arrivée. Hein? Sacré arrivée pour Elisa. Ah, sacré arrivé, oui. Et Oui. sacré... Sacré sacré changement arrivé aussi et pour toi de devenir mère de cette façon-là pour la première fois. oui. On apprend dans tous les cas, valide ou invalide, on apprend à être parent. Bah oui, oui. Mais là, certainement, on apprend à être parent différemment.
Et ça nous change, mais à vie. Ben ouais. Parce que ça nous change. On est une personne avant et on est une personne après. Mais avec l'handicap, on est une personne avant d'être parent et on est une personne après, évidemment. Ben oui, oui. Je pense que j'ai été maman après et ça m'a aussi changé. On change à chaque arrivée d'un enfant, l'enfant nous change. Mais du coup, je pense que être parent d'un enfant porteur d'handicap, ça nous change beaucoup plus, quoi. Je sais pas si on peut dire en bien, mais ça nous donne une ouverture que forcément, je dirais, les parents d'un enfant valide n'ont pas cette ouverture. Ah ben oui. Voilà. Les priorités. On voit la vie différemment. Nos priorités sont différentes qu'un parent qui a un enfant non porteur d'un handicap. Mais du coup, dans tout ça, à quel moment il arrive le désir du deuxième enfant? Une fois que j'ai fait la connexion avec Elisa, en faisant la connexion avec Elisa, j'ai accepté l'handicap. Il y a eu l'acceptation, en fait. Parce qu'on est en colère. Il y a la colère aussi. Vraiment, une énorme colère. Pourquoi moi? Pourquoi elle? J'ai été suivie tout le long de ma grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Donc il y a cette colère. Et en fait, quand j'ai fait la paix, je dirais pas avec Elisa, mais je dirais avec son handicap, quand on s'est fait copains pour faire un long chemin ensemble. Voilà, ça. Du coup, l'envie d'avoir un deuxième enfant après coup, parce qu'on analyse les choses après coup, pour cicatriser. Là maintenant tu le dis comme ça, mais Ouais, j'ai pas vécu sur le coup comme ça. c'était pas conscient. C'était pas conscient que c'était pas conscient que c'était pour cicatriser, pour une normalité, pour chercher les acquisitions que je cherchais tellement et que comme tu disais, je poussais Elisa à avoir et que au bout de 2 ans elle les avait pas, 3 ans elle les avait pas. On est en recherche d'une normalité. C'est pas conscient. Je l'ai pas analysé comme ça, mais et du coup l'envie d'un deuxième enfant est arrivée. Donc Elisa, elle avait quel âge? 3 à 4 ans? Elisa, elle avait plus de 3 ans. Okay. Donc je suis tombée enceinte une première fois et à plus de 3 mois de grossesse, j'ai fait une fausse couche. Ça a été, voilà, deuxième violence, culpabilité, et puis une angoisse, mais parce que est-ce que je peux avoir un deuxième enfant? La première elle est handicapée, je fais une fausse couche. C'est un signe. Peut-être que voilà. Ouais, tu te pensais peut-être pas capable. Voilà. Et tu te remettais la faute sur ton corps et sur toi ou c'était oui, sur moi, que je pouvais pas avoir d'enfant. C'était moi. Ouais. Ça a été deuxième violence, vraiment. Bah oui, j'imagine. Et puis à plus de 3 mois, on l'intègre. Puis c'est désiré, donc. Déjà, dans tous les cas, on intègre à partir du moment où on apprend qu'on est ensemble. Ouais. Et du coup, là, t'as été accompagnée comment? Mais encore pas, en fait. Pas. Non. Encore pas. Pas. Voilà, je rentre
et je ressors sans accompagnement psychologique. Comme si de rien n'était. Et là, je me dis que si réellement je veux avoir un enfant, il faut que je fasse un travail sur moi. Parce que du coup, je me dis, c'est parce que tu étais... et j'avais trop de peur. Et je pense que mon corps, lui, était pas prêt. Mon psychique était pas prêt. Donc, j'ai fait un travail sur moi. Là, oui, je suis allée demander de l'aide. Donc de toi-même, par contre. De moi-même. Ok. De moi-même, j'ai fait une thérapie, justement, pour pouvoir déballer tout ça. La colère et toutes les angoisses, la peur. Parce que je me suis dit que si je tombais enceinte, il était hors de question que je passe 9 mois à angoisser et pour le coup, angoisser mon futur bébé, lui transmettre les angoisses, voilà. Donc, j'ai dit que c'était hors de question. Et si c'était pour tomber enceinte et que je refasse une fausse couche, c'était... C'est hyper mature d'avoir fait ça. En plus, t'étais jeune. Enfin, du coup, si Elisa, elle avait 3-4 ans, tu devais avoir quoi, 24-25 ans? Oui. Du coup, t'as réussi à trouver la bonne personne qui a pu t'accompagner. Pas du premier coup. Je suis allée voir une personne, ça a pas collé. Et après, j'ai trouvé là une psychologue qui était... Donc en plus, t'as vraiment fait en sorte que ça fonctionne. T'as pas lâché du premier coup, quoi. Ça fonctionnait pas, tu t'es dit, Ah, mais quand même. oui, parce que j'avais le besoin, l'envie d'avoir un deuxième enfant, mais j'avais pas envie de passer 9 mois de grossesse. Et puis, tous ces moments-là, j'ai pas eu d'accompagnement psychologique, donc j'étais à un moment donné aussi où j'en avais besoin. Il fallait que tu ailles toi-même, quoi, Voilà. le chercher. Ouais. J'en avais besoin. J'avais besoin de... C'est quand même fou de se dire que il faut que quelqu'un soit vraiment à bout pour aller trouver de l'aide et que sinon personne ne vient l'aider ou lui proposer quoi que ce soit. Ouais. J'espère qu'aujourd'hui ils font autrement parce que moi je pense qu'à ce moment-là, si j'étais pas allée chercher de l'aide et si j'étais pas allée faire j'aurais pas pu accompagner Elisa et du coup être maman à nouveau, j'aurais pas pu. Oui, parce qu'en fait ça a joué sur le fait d'être maman pour la deuxième fois, mais aussi la façon dont tu étais mère avec Elisa. Ah oui, oui. C'était plus large que ça, du coup. Ah oui. Il fallait, enfin, aujourd'hui, la personne que je suis, la maman que je suis et l'accompagnatrice pour Elisa que je suis, c'est parce que j'ai fait cette thérapie-là. C'est parce que à ce moment-là, j'y suis allée. Sinon, j'aurais été en fait dépassée. À ce moment-là, je me serais écroulée. Bah ouais. Voilà. Parce que la naissance d'Elisa, parce que la fausse couche, c'était, voilà, moi je l'ai vécu d'une violence, c'était la deuxième violence en fait. Et j'aurais pas été chercher de l'aide, je me serais écroulée en fait. Ouais. Bah heureusement que t'es allée en chercher alors. Oui, oui. Du coup, du fait que je me suis fait accompagner avant, que les choses dans ma tête, elles étaient claires. Plus tranquille. Je suis retombée enceinte. J'ai fait une grossesse, je vais pas dire tranquille parce que c'est pas vrai, mais relativement, voilà, au mieux de ce que j'ai pu, mais sans que l'angoisse me dépasse, voilà. J'ai passé une grossesse, tout allait bien, donc encore une fois, mais bon, j'avais l'expérience du tout allait bien, puis au final c'est parti. Mais voilà, j'ai passé ma grossesse sereine. Je parlais énormément en fait à mon futur bébé.
et je l'ai appelée Victoria. Donc bon, c'était ma victoire. La naissance de Victoria, c'était ma victoire. Et du coup, au moment de la naissance, grâce à ce travail, toi, t'as réussi à être, je sais pas, tranquille, hein, parce que tu disais que c'était pas non plus ça, mais à être J'ai- apaisé. oui, j'ai pu appréhender même le moment de l'accouchement. Je voulais pas de césarienne, justement pour vraiment le vivre. On m'avait tellement enlevé pour Mais entre la césarienne et le fait d'être séparé, de pas l'avoir, ben, je comprends. voilà. On m'avait tellement enlevé pour Elisa la possibilité d'accoucher, de voir mon enfant, de la toucher, que pour Victoria, je voulais pas de césarienne, je voulais qu'on me touche le moins possible, je voulais pas qu'on m'allonge avant. J'étais non, non, je veux pas ci, je veux pas ça. Ah bah, c'est génial, tu savais, tu savais Laissez-moi ce que... tranquille, je vais accoucher toute seule. Bah ouais, et en même temps, tu sais faire, enfin, les femmes savent faire, donc... Ah oui, c'était mais bon, du coup, étant donné que j'avais Elisa qui était handicapée et que ça faisait 14 heures que j'étais en travail et que du coup Victoria n'arrivait pas, on m'a quand même fait la péridurale. Ok. Toi, à la base, tu voulais pas de péridurale? Voilà. Ok. Et on m'a dit non, on prend pas de risque. Là, ça fait 14 heures, voilà. Et Donc on m'a encore dépossédé de ça. Mais ils t'ont dit quel était le risque à ne pas faire de péridurale? Parce que Ben, je comprends pas, ça leur apportait quoi, du coup? ils avaient peur qu'en fait Victoria elle soit en souffrance fétale. Donc, il faille faire une césarienne... Voilà. Donc pour provoquer, ils m'ont fait la péridurale. avec... Pendant la péridurale, je leur disais, je sens que je veux pousser. Non, 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 mais je vous dis que là, j'ai envie de pousser. Et en fait, ils étaient en train de me faire la péridurale. J'étais en train d'avoir les contractions. 10 minutes après, Elle est arrivée. Victoria, elle est arrivée. Ah. Donc, en fait, t'aurais pu éviter tout ça à quelques minutes Ah près ouais. si t'avais ne serait-ce qu'écouté 2 minutes, quoi. Oui, oui. Donc là, j'étais Oh là là. encore une fois très déçue et très en colère. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. Ah, mais ça... Donc à ça, c'est vous êtes dans un milieu hospitalier, on ne prend pas de risques. Et Et en même temps, pourtant, le risque là, concrètement, du coup, en fait, il y était pas, vu que Victoria était là. ben oui. Et ils t'ont pas... Et d'autant plus que 10 minutes après, chrono en main, Victoria naissait. Donc c'est que quand ils disent qu'à partir de temps ils font plus de péridurale, moi ils me l'ont fait hein. Bah oui, ils t'ont pas examiné pour savoir à combien t'étais? Absolument pour rien. Mm. Absolument pour rien. Alors que moi, c'était un refus. Je ne voulais pas de péridurale. C'est même pas, moi, à la fin, de dire, j'en peux plus, Oui. faites-moi la péridurale, je n'en peux plus. Non, je l'ai refusé jusqu'à la fin. Ouais, donc là, de la colère encore, je suppose. Ben oui. Et la rencontre, elle a été quand même... La rencontre avec Victoria, elle a été fantastique. Puisque j'ai pu de suite la prendre contre moi. J'ai pu la toucher, l'odeur, là pour le coup vraiment me l'approprier. Et là, on mais pouvait par plus te la contre, reprendre, par contre, après. Non. Là, là par contre, on a respecté, on me l'a laissé. Ah, c'est bien. Ils Voilà. ont pris un temps avant de faire tous voilà. les... Ah oui, ils ont pris. Je voulais pas de toute façon. Non, Voilà, à un moment donné, faut. Voilà. Donc là, on me l'a laissé. On m'a laissé le temps de bien la regarder, de bien, voilà, d'être en contact voilà, physique. d'être en contact. Et voilà, elle est à moi. Et là, la connexion, elle s'est faite immédiatement. Bah ouais, ça joue, hein.
de pas avoir de pas avoir son enfant directement, de la voir partir avec des médecins. On se demande si, enfin, voilà, là il y a un truc où c'est direct, quoi. Oui. Puis après, bon, il y a eu de suite la tétée. Voilà, il y a eu. Voilà, le contexte était doux. Était doux après. Et la rencontre avec Elisa? Alors Elisa, elle est venue à la maternité voir Victoria. Très crispée quand même. Les pleurs. Alors autant aujourd'hui elle rigole dès qu'elle entend un enfant, autant là c'était la première fois qu'elle était séparée de moi. Et ouais. Donc il y avait déjà il y a eu du changement là. Il y a eu du changement puisque c'était vraiment la toute première fois qu'elle dormait, enfin que j'étais pas là une nuit, que j'étais pas là 2 nuits. Elle était H24 avec moi, donc elle, pour les accompagnements, je l'accompagnais, elle était jamais sans moi. Donc là, elle est venue, mais et le retour à la maison, Elisa ne faisait que pleurer. Elle, il y a eu le rejet quand même. Ouais, en fait, un peu comme un. Ah oui. Un enfant de 4 ans qui accueille voilà. Un nouveau bébé à la maison, quoi. Oui. Et qui voit ça un peu sa place, oui. se poser des questions sur sa place, quoi. Donc, Elisa, mais aussi, enfin après, on refait pas le tableau, on refait pas notre vie, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à la maison, il aurait fallu que moi je prenne un moment peut-être pour moi pour me poser avec Victoria, parce que là, du coup, moi j'étais fatiguée. Voilà, j'avais j'étais pas non plus très reposée pour l'avoir elle, pour avoir voilà. Donc tu venais un peu d'accoucher, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, mais c'est vrai que Elisa, elle ne faisait que pleurer et elle a mis plusieurs semaines en fait à comprendre que c'était sa sœur. Je la mettais énormément entre ses bras. Alors que au début, mais je la mettais, je lui faisais toucher, voilà, plein. Tu les faisais apprendre à se connaître, quoi. Ah oui, et plusieurs fois par jour, et à chaque fois que Victoria pleurait ou quoi, pour pas qu'elle en ait peur, je la mettais sur elle. Parce que des pleurs de Victoria l'effrayaient vraiment. Déjà, elle se représentait pas ce que c'était un bébé. Elle était seule, donc il y avait pas de cris d'enfant, il y avait pas des cris stridents. Donc c'était pour elle, c'était violent aussi. Elle comprenait pas c'était la nouveauté. Ce que c'était. Oui. Mais ça change son rythme aussi. Ah oui. Donc mais par contre, après, une fois que voilà les premières appréhensions, les peurs, et une fois qu'elle a compris ce que c'était ce petit truc qui faisait du bruit, ça s'est super bien passé. Entre elles, c'est je fort. dirais même que ça l'a apaisée, Elisa, parce que du coup elles se sont soutenues. Voilà. Du coup, il y a eu entre elles aussi un contact. Il y a eu puis le mouvement de la maison aussi, ça change aussi après. Donc il y a eu du renouveau, mais pas forcément négatif. Pour le coup après. Donc après ça s'est bien passé. Et là aujourd'hui leur relation? Ah mais fusionnelle, je dirais. Ouais. Et après, il y a eu aussi l'arrivée de Mathias. Et alors, est-ce que pour Mathias, ils ont écouté tes besoins et tes envies pour sa naissance? Je n'ai pas eu de péridurale. J'ai accouché normalement.
J'ai pu marcher dans les couloirs jusqu'à la fin. J'ai pas été alitée. Et je suis restée 2 jours, même pas. Je crois que j'ai passé qu'une nuit à l'hôpital. J'ai pu ressortir, tout allait bien, un beau petit poupon. Donc tu l'as eu ton accouchement Ah, dont tu rêvais. au bout du 3e, j'ai réussi à avoir mon accouchement avec une sage-femme fantastique. Ah, ça joue, hein. J'ai pu le voir sortir. On m'a mis un miroir pour que je puisse vraiment voir l'arrivée. Enfin, j'ai fini par l'apothéose, voilà. Le petit garçon. Donc, le choix du roi. Voilà. C'est génial que tu aies pu que tu aies pu tomber sur cette sage-femme qui a entendu tes besoins, tes envies. Oui, oui. Pour arriver au moins à faire l'accouchement que moi dans notre esprit on a, et puis que premier coup raté, et que tu te fasses pas voler un moment contre ta volonté, quoi. Oui. Mais vraiment, hein, parce que bon, moi j'en ferai plus, mais j'espère vraiment qu'ils sont plus à l'écoute aujourd'hui que ce qu'ils étaient avant, parce que l'impact sur nous, femmes et futures mamans, c'est il y a un impact énorme. Ah bah oui. Énorme. Et puis sur la relation avec le bébé, sur... Oui, parce que ça nous enlève aussi de des moments qu'ils reviendront plus, en fait. C'est unique. Oui, c'est unique, hein. Le moment où vous allez voir votre enfant pour la première fois, c'est une première fois. C'est pas, il y en a pas 2. Ah non, ouais. Et du coup, ces trois enfants, entre eux, c'est... Alors... J'imagine que le rythme à la maison à 3, c'était pas le même. C'était speed, mais je suis fière de la relation qu'ils ont créée entre eux. Victor, ils ont toujours été. Il y a eu que à un moment donné, mais c'était le regard des autres qui portait sur leur sœur, qui les gênait. C'était pas de partager, c'était pas. Ils grandissent avec l'handicap au final, donc pour eux c'est normal. Mais c'est le regard que le copain et copine et nous on allait tous les ans à la fête de fin d'année de l'école. Vous êtes pas cachés, vous êtes pas empêchés de vivre. Voilà. Elisa, fallait qu'elle vive aussi. Et il y a qu'une fois où Victoria, elle devait être en CE2 ou CM1, où elle est venue très en colère à me dire ouais, je veux pas que tu viennes, je veux plus que Elisa vienne au spectacle, parce que tous les copains et copines, je me dispute avec eux parce qu'ils se moquent parce que ma fille elle est très elle a un caractère très je me dispute avec eux parce qu'ils se moquent d'Elisa, je vais pas les laisser faire. Donc pour elle c'était protectrice mieux. Quand même aussi. Oui. Donc pour elle, c'était, j'ai dit non, il est hors de question que Elisa ne vienne pas à cause des copains copines qui tu les laisses parler, mais nous on continuera à venir et on a continué à y aller et ils ont grandi en fait. Même, je pense qu'à des moments, ils ont pu avoir honte ou quoi, mais jamais, en tout cas, ils sont venus me le dire, ou jamais ils ont fait ressentir à Elisa. Elisa, elle a une part, déjà, elle a la place de l'aîné. Ouais, c'est important. Ah ouais, elle a la place de l'aîné et elle a, et c'est le noyau en fait. Hein. Et eux, ils gravitent autour. Mais ils sont arrivés après, en même temps. Oui, tout à fait. Mais il y a un lien. Par exemple, elle est très protectrice de Mathias. À un moment donné, Mathias, il faisait beaucoup de bêtises et je passais mon temps à lui crier dessus et elle me hurlait dessus. Mais elle se mettait vraiment à pleurer à chaudes larmes, supportait pas que je parle mal à son frère. Pas mal, mais
Alors j'avais beau lui dire, mais Elisa, il a fait c'est maintenant qu'il faut que je lui dise, pas après. Excuse-moi si tu es là, mais et elle me criait, mais elle criait plus fort que moi parce qu'elle voulait même pas entendre parler de ce que voilà. Mes arguments, il fallait pas toucher Mathias. La grande sœur protectrice. Voilà. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis vraiment fière aujourd'hui du lien qu'ils ont. J'ai fait de belles personnes. J'en doute pas. Et du coup, aujourd'hui, Elisa a 26 ans, Oui. ça, Victoria a 20 et Mathias 17, c'est des grands. Oui. Oui, j'ai des grands enfants qui suivent leur route chacun. Chacun fait leur vie et ça roule. C'est génial. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. C'est avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie d'avoir entendu ton histoire. Merci Emma. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous pour votre attention lors de cet épisode. Merci à notre invité pour ce précieux partage. Si vous voulez soutenir le podcast et l'association qui porte le projet, n'hésitez pas à faire un don sur le site d'Ensemble et Différents et suivez-les sur les réseaux sociaux. Merci à Séraphin pour la technique et le montage, les passeurs de silence pour la musique et toutes les petites mains qui ont aidé à ce que ce podcast voie le jour. On se retrouve très vite pour le prochain témoignage.